Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Si je dis que vous êtes adepte d'une culture du compromis à l'allemande, qu'est-ce que vous me dites ce matin? C'est vrai ou pas? Compromis social. Oui, je suis adepte du compromis social. Alors l'Allemagne, à ce titre, est peut-être un modèle pour partie, pas pour tout d'ailleurs. Oui. Mais moi, ce que je crois, c'est que le rôle des syndicats, c'est d'apporter des résultats aux gens qu'ils représentent, c'est-à-dire aux salariés. Et oui. Pour ça, il faut confronter les points de vue, y compris avec ceux qui n'ont pas les mêmes intérêts. Discuter avec le patronat. Avec le patronat. Ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous, c'est évident, mais il faut confronter les points de vue. C'est un rapport de force, c'est pas simple, mais l'ambition, c'est d'obtenir des résultats concrets pour les salariés, pas d'être dans des postures. Dans des postures. Je vais revenir sur les postures de la CGT ou de Force ouvrière. Je vais revenir sur cette idée de culture du compromis. Ça m'intéresse beaucoup parce que il va falloir, comme en politique, faire évoluer les choses dans ce pays. Ça devient insupportable, non? Est-ce qu'une grève comme celle de la SNCM doit se poursuivre? Est-ce que vous appelez à la poursuite de la grève ce matin? Non, mais vous savez, la CFDT n'est pas représentée à la SNCM. Non, mais oui, non, mais d'accord, mais vous avez un avis. Oui, j'ai forcément un avis, mais ce qui m'intéresse... Bah oui, donnez-le-moi alors cet avis. Mais vous savez ce qui m'intéresse? Oui. C'est de sortir de cette culture de la défiance et du dénigrement. Et du tout va mal. Et puis, c'est de sortir du commentaire sur l'attitude des uns et des autres. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est de dire ce qu'il y a eu concrètement dans cette conférence sociale. Non, mais je vais revenir, pardon. Laurent Berger, c'est moi qui pose les questions. C'est vrai, vous savez, ça l'avez remarqué. Bon, vous l'aviez remarqué. Donc, moi, je vous sur la SNCM, sur la SNCM, quel est votre avis? Sur la SNCM, je pense que la situation économique elle est très dégradée et qu'à un moment donné, dans ce cadre-là, il faudrait un dialogue beaucoup plus constructif sur l'avenir de l'entreprise. Donc, il faut s'asseoir autour de la table? Bien sûr. Hein, et tout le monde. Bien sûr, tout le monde devrait s'asseoir autour de la table. Les socioprofessionnels, pour essayer de trouver des solutions. D'abord les acteurs de l'entreprise. Les acteurs de, évidemment, les salariés, les représentants des salariés d'entreprise, le chef d'entreprise, enfin la gouvernance d'entreprise. Que l'État prenne ses responsabilités. Oui. Bien sûr, que l'État prenne ses responsabilités, mais c'est du dialogue social ou de la confrontation stérile. Oui. Je crois que notre société, comme les relations sociales, mais notre société en général, elle a le choix entre la confrontation stérile, la logique de combat, de recherche de boucs émissaires ou de coupables, ou la logique de compromis, même si c'est plus difficile. Alors justement, confrontation sociale, on en a vécu. La SNCM on vit, on a vécu la SNCF, on en vit d'autres, les intermittents, il y en a d'autres. Des confrontations sociales. Mais la confrontation sociale, ça ne se résume pas à des conflits, Monsieur Bourdin. C'est-à-dire qu'avons-nous fait? Que retient le grand public? Conflit. Oui, de quoi parlez-vous d'ailleurs aussi? Mais la confrontation sociale, c'est ce que nous venons de vivre pendant 2 jours. Oui. Dans une conférence sociale. Il y a eu des tables rondes. Nous avons travaillé sur un certain nombre de sujets dont nous allons parler. Oui, on va en parler. Là, dans ces tables rondes, il y a eu de l'expression de points de vue très différents. Il y a eu un peu de conflit, il y a eu un peu d'affrontement, mais en même temps, on a recherché des solutions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 5 millions de chômeurs. Il y a 8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a plein de salariés qui sont menacés de perdre leur emploi. Et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. D'ailleurs, est-ce que les syndicats vont vous intéresser aux chômeurs, franchement? Je vais vous le prouver, oui, bien sûr. Vous savez qu'à la conférence sociale, bien sûr qu'on s'intéresse aux chômeurs. Alors, quand des syndicats comme Force ouvrière ou la CGT quittent des tables de négociation, est-ce que ces syndicats s'intéressent aux chômeurs? Pas suffisamment, mais moi... Ils ne s'intéressent pas aux chômeurs. Arrêtons de dire les syndicats. Moi, je veux vous parler de la CFDT. À la conférence sociale, la CFDT, elle a poussé quoi, entre autres? Elle a poussé, par exemple, la mise en place de la garantie jeune. En 2017, 100 000 jeunes bénéficieront d'une garantie jeune et 50 000 dès 2015. Ça veut dire quoi, la garantie jeune? Ça veut dire que des jeunes qui sont au chômage, qui n'arrivent pas à retrouver du travail, vont recevoir une allocation et en même temps seront accompagnés dans leur parcours vers l'emploi, soit en termes de formation, soit en termes de retour à l'emploi. Ça, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui n'existait pas ou qui était expérimenté pour 10 000 jeunes. Ça, la CFDT l'a obtenu. Nous avons fait en sorte que s'ouvre une discussion avec le patronat sur les chômeurs de l'emploi de longue durée, ceux qui ont des difficultés à s'insérer, avec des propositions qui viennent de qui? Du collectif Alerte, qui regroupe des associations de lutte contre l'exclusion et l'insertion. Vous proposez une formation professionnelle pour les chômeurs de longue durée, on est bien d'accord, un accompagnement dans le retour à l'emploi. Un accompagnement, parce que c'est difficile quand on est au chômage depuis très longtemps de retourner à l'emploi. Et donc nous proposons de négocier avec le patronat. Et enfin, pour la première fois, le patronat accepte de discuter. Son rôle, c'est aussi d'insérer professionnellement des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Alors, négociation sur les chômeurs de longue durée, quand? Dès la rentrée.
avec un travail en préalable, dès début septembre ou fin août, avec les associations concernées. C'est très important. Il faut aller vite. Nous voulons aller vite. Mais oui, il faut aller vite. Mais pour aller vite, il fallait être autour de la table, il fallait discuter. Donc moi, j'aimerais bien qu'on aille toujours plus vite. Vous savez, cette proposition sur la négociation, sur l'insertion ou sur la garantie jeune, nous la portons depuis 1 an ou 2. Mais c'est aujourd'hui que nous avons abouti. J'aurais préféré que ce soit 1 an, mais c'est déjà aujourd'hui. Donc arrêtons de dénigrer en permanence ce qui se fait. Essayons de voir quelque chose de positif. Alors, je ne parle pas de vous, je parle d'un certain nombre de commentaires aujourd'hui. Il faut comprendre ce qui s'est passé pendant ces 2 jours. Pendant ces 2 jours, nous avons obtenu des mesures pour des jeunes qui sont en situation de chômage. Nous avons mobilisé sur l'apprentissage. J'entendais tout à l'heure sur votre antenne Jean-Pierre Crouzet qui disait... Oui, nous allons nous mobiliser. C'est bien. Il faut qu'ensemble nous nous mobilisons pour l'apprentissage. Le patron de l'UPR. Nous avons obtenu des mesures sur les plus éloignés. Je m'arrête. 200 millions d'euros votés très vite, c'est ce que dit le Premier ministre. Ça veut dire 1 000 euros par apprenti embauché. S'il y a un accord de branche sur le développement de l'apprentissage, c'est important. Mais ça veut dire qu'il va falloir attendre une réunion à l'automne, en septembre ou en octobre, je ne sais pas trop, autour de l'apprentissage, pour faire avancer les choses. Non, ça veut dire d'abord que les entreprises savent que ça va arriver. Donc ils peuvent se mettre en situation d'embaucher de jeunes apprentis. Il y a aussi des mesures sur l'apprentissage très concrètes pour les jeunes eux-mêmes, sur l'aide au logement, sur l'aide au transport, sur le passage du permis de conduire. Il y a des mesures aussi pour faire en sorte que les offres d'apprentissage soient regroupées. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent faire des apprentissages. Concrètement applicables quand? Mais on peut aller très vite là-dessus. Et on peut. Mais on doit aller très vite. Est-ce qu'on ira très vite ? Rentrée, c'est le rôle maintenant de ceux qui se sont engagés de le faire. Mais vous savez, ça sera toujours plus difficile pour eux d'expliquer qu'ils agissent que d'expliquer pour ceux qui n'ont rien fait que c'est pas bien ce qui a été fait. Bon, ça on va revenir sur ceux qui disent que tout ce qui a été fait n'est pas bien. Donc, en gros, je vais revenir, il y a d'autres points dans cette conférence sociale. Ça a été un succès ou un échec, cette conférence sociale ? Eh bien, c'est encore une vision un peu binaire, si vous voulez. C'est un succès parce qu'il y a un certain nombre d'avancées, de points que nous avons poussés. Avec une vision que nous portons sur la montée en qualité de notre société. C'est-à-dire que nous avons des mesures qui vont permettre la montée en qualification des jeunes, des mesures qui vont accompagner les jeunes vers l'emploi, qui vont remettre les chômeurs sur le chemin de l'emploi alors qu'ils en sont exclus aujourd'hui. Sur de l'investissement, nous en parlons aussi d'investissement, de lutte contre les discriminations. Donc c'est un succès à ce titre-là. Mais vous savez, malheureusement, le chômage, il est aussi élevé aujourd'hui qu'il était il y a 3 jours. Mais simplement, c'est une mobilisation générale que nous avons enclenchée. Alors il reste beaucoup à faire. Le patronat va encore beaucoup freiner des pieds. Mais ceci étant, moi je préfère avoir avancé, avoir des propositions concrètes. La feuille de route est assez détaillée et a beaucoup de contenu, plutôt que de commenter la situation sociale. Ça veut dire que vous avancez avec le patronat. On est bien d'accord ? Bah oui, évidemment. Je veux dire, dans les relations sociales, et vous laissez sur le bord de la route tous ceux qui ferment la porte et qui s'en vont. Vous savez, dans ma conception humaniste, il n'y a personne qui reste au bord de la route. Mais par contre, ceux qui veulent pas monter dans le train, ils montent pas dans le train. Et dans les relations sociales, ils reviendront à la table des discussions. Vous savez, en septembre, quand on va discuter de l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi, lorsque l'on va discuter du plan de mobilisation sur l'apprentissage, etc., toutes les organisations syndicales seront là, j'en fais le pari. Alors ça sert à quelque chose de ne pas monter dans le train ? Mais ça, faut leur demander. Moi, je crois que le rôle des syndicats... le rôle des syndicats, c'est d'être utile aux salariés. Alors bien sûr, quand on s'engage, on est plus critiqué quand on reste... Ça veut dire que la CGT et Force ouvrière ne sont pas utiles aux salariés. Pour obtenir la garantie jeune... Est-ce qu'ils sont utiles aux salariés ? En tout cas, ces 2 derniers jours, je crois qu'il faudrait leur demander ce qu'ils ont obtenu. Moi, ce que je vous ai obtenu... Est-ce qu'ils sont utiles aux salariés ? Là, dans ces 2 derniers jours... Mais vous savez, c'est pas si simple que ça. Bien sûr, dans un certain nombre d'entreprises, leurs représentants, ils sont utiles aux salariés. Mais vous ne voulez pas le dire, pour fâcher définitivement avec eux. L'ambition est passée là-dessus. En étant absents à cette table ronde, ils n'ont pas été utiles aux salariés. En étant absents de cette conférence sociale, parce qu'ils n'ont pas obtenu la garantie jeune pour 100 000 jeunes à horizon 2017, ils n'ont pas obtenu des mesures pour les apprentis, la négociation sur l'insertion, tout comme ils n'ont pas obtenu des choses qu'ils réclamaient. L'observatoire des contreparties de toutes les aides aux entreprises. Toutes les aides aux entreprises aujourd'hui vont faire l'objet d'une étude pour regarder si elles sont efficaces ou pas. C'est important. D'autres le réclamaient aussi. Ça n'avance pas bien vite, dites-moi, du côté du patronat. Ça aussi, c'est les contreparties au pacte de responsabilité, Laurent Berger. Justement, je l'ai dénoncé. Je l'ai dit devant le président de la République. Ça n'avance pas assez. Nous avons recensé une dizaine de branches simplement. Exactement. Ce qui a été décidé, c'est cet observatoire.
c'est aussi le fait que toutes les branches, les 50 plus grandes branches qui représentent 75% des salariés, vont être réunies très vite pour regarder comment ça avance les négociations. Moi, j'ai toujours envie de savoir. D'ici la rentrée. Les Français veulent savoir. Vous avez raison, mais c'est important. Et la feuille de route, il faudrait la faire connaître d'ailleurs. Les Français syndiqués ou pas d'ailleurs, parce que. Et puis, troisième point important sur les branches. Sur le travail dans les branches, c'est que les aides annoncées aux entreprises sur 3 ans. Moi, je me suis battu pour que ces aides, elles soient certes annoncées, mais surtout elles ne soient pas données, elles ne soient pas actées dans la loi, dans le plan de finances 2015. Pourquoi ? Parce que je veux pouvoir vérifier, avec cet observatoire, dans ce travail dans les branches, que les engagements du patronat sur l'apprentissage, sur l'emploi des jeunes, sur l'investissement, il sera tenu, et en fonction de ça, les prélèvements, la baisse des prélèvements en 2016-2017 pourra être donnée ou non. Oui. Et quelques jours avant la conférence sociale, le gouvernement revenait sur la pénibilité, reportait la pénibilité. Oui, je l'ai condamné. D'ailleurs, vous savez, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant à ce moment-là. C'est que ceux qui disaient que ce compte pénibilité était vide de contenu, n'avait pas d'intérêt pour les salariés, c'est-à-dire certaines organisations syndicales, disaient le lendemain de l'annonce du Premier ministre que c'était scandaleux de remettre en cause ce droit. Moi, j'ai condamné ce report partiel de la pénibilité. Mais c'était trop compliqué. Eh bien, à mettre en place pour un chef d'entreprise, vous avez regardé un peu? Parce qu'ils n'ont pas j'ai regardé, bien sûr, mais nous travaillons sur ces causes. Mais je sais que nous n'avons pas ambition de complexifier la tâche des chefs d'entreprise. Nous voulons une mesure de justice. Pourquoi? Pour des salariés qui, du fait de leur travail, ont une espérance de vie plus faible ou ont une santé qui se détériore. Et donc, ce compte pénibilité, nous avons obtenu qu'en 2016, il s'applique à tout le monde. Nous aurions voulu en 2015. Mais les décrets vont sortir en juillet. Il y a eu un engagement en juillet, d'ici fin juillet. Tous les décrets. Les décrets sur la pénibilité vont sortir avant fin juillet. Avant fin juillet, c'est un engagement du ministre du Travail. Et ces décrets, ils fixeront définitivement le compte pénibilité individuel pour chaque salarié qui est exposé à la pénibilité. Pour 2015, pour une partie d'entre eux, et malheureusement pour 2016, j'aurais préféré en 2015 pour tous les autres. Ça, c'est aussi une victoire de la CFDT qui s'était battue pour ce compte pénibilité. Et les seuils sociaux, les fameux seuils sociaux dans les entreprises. Je sais que vous ne voulez pas en entendre parler. La remise en cause de ces seuils sociaux. Vous ne voulez pas en entendre parler? J'ai pas dit ça. Ah bon? J'ai dit, non, c'est pas une évolution. Ah bon. J'ai dit que prendre la question du dialogue social dans l'entreprise par ce petit bout de la lorgnette des seuils sociaux, c'était une profonde erreur. Et donc, j'ai dit avant-hier et hier que la question de la modernisation du dialogue social dans l'entreprise devait répondre à plusieurs exigences. Parmi elles, il y en a une qui est très forte, qui a été réaffirmée par le Premier ministre hier, c'est que l'ambition, elle est que tous les salariés, quelle que soit la taille de leur entreprise, devaient pouvoir avoir accès à une représentation collective, c'est-à-dire à quelqu'un qui les représente pour porter leurs préoccupations et leurs revendications. Donc on réforme, on supprime les seuils sociaux et on crée... Ça, il va y avoir une négociation sur le sujet. Nous sommes en train, là... Très vite, dès cette semaine, il y a le ministre du Travail qui va recevoir les organisations syndicales patronales pour savoir ce qu'ils veulent mettre dans cette négociation sur la modernisation du dialogue social. Nous avons plusieurs exigences. Nous en avons 3. La première, c'est que tous les salariés, même des entreprises de 1 salarié, puissent avoir un lieu où quelqu'un porte en son nom ses préoccupations. Le deuxième, c'est que nous voulons la reconnaissance des parcours des représentants des salariés et des parcours militants. C'est extrêmement important, y compris en termes de formation, etc. Puis la troisième, c'est que nous ayons une politique de réforme des branches professionnelles, parce qu'aujourd'hui, il y a 700 branches. Il y en a bien trop, et il faudrait que le dialogue contractuel puisse se faire de façon plus efficace. Donc nous voulons toutes ces revendications. Et après, nous parlons des sujets qui apportent... je vous parle des seuils sociaux parce que je regardais juste un chiffre qui m'a frappé. Des entreprises de 49 salariés, je dis bien 49 et non pas 50. Il y en a 3 fois plus en France, enfin près de 3 fois plus en France qu'en Allemagne. Oui, non, mais tout le monde sait que de toute façon, nous avons un problème avec nos PME. Mais la question... Parce qu'à 50 salariés... Vous savez qu'à 50 salariés, c'est pas simplement qu'une question de représentation des salariés qui se pose. C'est aussi tout un tas d'autres règles qui s'imposent. Mais vous savez, le risque, encore une fois, dans notre pays, ça serait de faire ce sujet-là des seuils. Oui, j'ai employé le mot, c'est pas un sujet tabou. Ce sujet-là des seuils, une espèce de totem, dont certains diraient non, c'est la protection absolue pour les salariés. Donc, quand on sait que c'est pas ça qui les couvre forcément, parce que la représentation des salariés entre 10 et 50, elle n'est pas très forte. Et puis d'autres qui diraient il faut le faire tomber, vous verrez, on fera plein de choses. Non, arrêtons. Parlons du dialogue social. Quel dialogue social? Moi, je veux savoir, et c'est la dernière exigence que j'ai sur le sujet, le patronat dans les entreprises, les organisations patronales, quelle conception ils ont du dialogue social? Est-ce qu'ils considèrent que c'est un mal nécessaire? Et dans ce cas, nous ne nous mettrons jamais d'accord sur le dialogue, une évolution du dialogue social, ou est-ce qu'ils considèrent, un peu comme à l'allemande,
que c'est un facteur de performance économique et sociale. C'est un facteur de performance économique. C'est évidemment un facteur de performance économique et sociale. C'est même un facteur de compétitivité. Le rapport de Louis Gallois disait que c'était 2 points de compétitivité quand il y avait un bon dialogue social dans une entreprise. Mais pourquoi n'arrivons-nous pas à l'établir? Parce que nous sommes immatures. Nous sommes immatures. Oui, nous avons une vision des relations sociales qui est erronée, qui considère que c'est un combat. Qui a cette vision? Eh bien, pas vous, apparemment. Ah bah pas moi, pas la CFDT, mais le patronat. Le patronat, bien sûr. Le patronat, vous savez, il y a encore quelques temps. Est immature socialement. Le patronat n'a pas forcément compris quel était l'intérêt du dialogue social dans toutes les entreprises. Oui, c'est une évidence. On a encore de la répression syndicale. Et on a encore des patrons qui considèrent que quand il y a des syndicats dans une entreprise, eh bien, c'est le loup qui rentre dans la bergerie, alors qu'au contraire, c'est un interlocuteur pour faire évoluer les choses. C'est un partenaire, le syndicat, dans une entreprise? C'est un partenaire au sens où on appelle ça les partenaires sociaux, mais oui, c'est un interlocuteur. Oui, non, mais j'oublie les sociaux. Les représentants. Partenaires, les représentants des salariés, ils sont très attachés à leur entreprise. Ils sont très attachés au devenir de leur entreprise. Moi, je le constate tous les jours. Mais ils veulent que les droits des salariés... Vous êtes seul. D'un côté, vous avez un patronat, enfin, en partie mature, et de l'autre, vous avez des syndicats, d'autres syndicats que le vôtre, qui sont aussi immatures. Mais le patronat, c'est comme les syndicats. Il y a différentes visions du dialogue social dans les syndicats. Dans le patronat, il y a aussi ceux qui pensent qu'il faut des bonnes relations sociales. Et on voit bien que les entreprises qui fonctionnent plutôt bien dans notre pays, ce sont les entreprises où il y a du dialogue social performant. Donc, bah oui, c'est un combat permanent. Vous savez, les relations sociales, c'est un rapport de force. Parce que les intérêts sont contradictoires. Mais c'est la seule voie pour avoir du progrès social pour tous. Entre syndicats, c'est aussi un rapport de force. Entre syndicats, c'est une profonde divergence sur la conception du syndicalisme. Jamais il y a eu une telle divergence, non? Je ne sais pas si jamais il y en a eu. Vous savez, il faudrait demander à Nicole Lauta et mon maire. Oui. Il y a eu des divergences dans l'histoire, évidemment, sur des moments clés. Là, je crois qu'il y a 2 types de syndicalisme, mais je crois que certains sont en train de s'apercevoir que le syndicalisme qu'on dit d'engagement réformiste, celui qu'incarne la CFDT et d'autres, eh bien, il a un poids qui est non négligeable. C'est-à-dire que l'autre syndicalisme, celui de la CGT ou de Force ouvrière, c'est un syndicalisme rétrograde d'une autre époque, d'un autre temps? Non, moi je suis pas dans le jugement de ce type d'ailleurs. Non, c'est un syndicalisme qui fait de la confrontation stérile un peu, enfin une espèce de rapport de force, mais pas un rapport de force pour faire émerger les compromis. Son combat, moi je pense que le syndicalisme, c'est exercer un rapport de force par tous les moyens possibles pour faire émerger des solutions. Et les solutions, on le sait, elles émergent par des compromis. Mais c'est l'essence de la démocratie. Et la démocratie sociale, c'est la même chose. Partout où on essaye d'avoir un gagnant et un perdant, au bout d'un moment, et de ne pas mettre les intérêts contradictoires sur la table. C'est Manuel Valls qui parle, en vous écoutant, Laurent. Vous êtes proche politiquement du Premier ministre? Non, je ne le connaissais pas avant qu'il soit Premier ministre. Ah bon? Enfin, avant qu'il soit ministre de l'Intérieur, on s'était rencontrés 2 fois pendant qu'il était ministre de l'Intérieur. Oui. Non, je ne connais pas. Non, c'est une conception. Vous partagez Pas tout. La preuve, j'étais pas content sur le report du compte pénibilité. Je l'ai dit fortement. Vous l'avez dit fortement. Non, vous savez, moi, ce que je partage avec beaucoup de gens, l'idée que notre pays est en grosse difficulté, que notre démocratie est en danger. Vous savez, j'ai entendu une chose cette semaine qui m'a marqué. Allez-y. Marine Le Pen, elle a parlé des gens qui étaient en situation de solitude, en disant il faut s'occuper de ces gens-là, etc. Dans le même temps, des syndicats désertaient la conférence sociale. Moi, pendant ce temps-là, je travaillais pour qu'il y ait une garantie jeune pour les jeunes qui sont exclus du marché du travail. Je travaillais pour qu'il y ait une négociation sur l'insertion. Je crois qu'il ne faut pas laisser. Il ne faut pas laisser notre pays partir dans les mains de ceux qui veulent du mal à la démocratie et aux salariés et qui veulent monter les gens les uns contre les autres. Pour ça, il faut obtenir des résultats. Il faut que le syndicalisme soit utile aux salariés et fasse la démonstration tous les jours que par son action, il apporte des droits nouveaux. Laurent Berger, notre invité ce matin, merci beaucoup, 8h55.